Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour écouter ma soutenance de thèse. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux qui s'intitulent Bioinformatique et analyse de données multiomiques, principes et applications chez les virus pathogènes Candida glabrata et Candida albicans. Et c'est une thèse qui a été sous la direction de Gaël Lelandais. Donc, pour commencer, comme son titre l'indique, j'ai réalisé une thèse en bioinformatique. Et la bioinformatique est un domaine qui a énormément évolué au cours des années. Et notamment sur ces objets d'étude. Pour l'illustrer, j'ai réalisé ces deux nuages de mots qui ont été créés à partir des titres des articles scientifiques qui ont été publiés dans des principaux journaux de bioinformatique. Et on peut voir que sur la période de thèse de Gaël Lelandais, donc ma directrice de thèse, les mots-clés sont gènes, protéines, séquences, alors qu'au cours de ma thèse, le mot-clé c'est données. Et la donnée, tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Et lors de la rédaction de mon manuscrit de thèse, je me suis posé cette question et je vais vous en faire une synthèse. Une des définitions la plus pertinente que j'ai pu trouver pour le terme donnée, c'est qu'il s'agit d'un élément brut qui n'a pas été encore interprété ou mis en contexte. Une donnée est collectée par une observation. On en trouve deux types. Des données structurées, celles qu'on peut trouver dans les bases de données, comme Geo, SRA, Pride, et qui sont schématiquement des tableaux. Et nous avons aussi des données qui sont non structurées, cette fois-ci qui sont plus complexes et qu'il va falloir traiter pour les organiser. Un exemple, c'est la description d'un gène qu'on peut retrouver dans une base de données de référence où on peut voir la connexion entre ce gène et un autre gène. Et donc, en résumé, c'est une observation qui n'a pas encore d'interprétation. Pour aller plus loin, je me suis demandé quelle était la différence entre une donnée et une information. Cette différence repose justement sur cette notion d'interprétation. Une information est une donnée à laquelle on a associé une interprétation. Sur cet exemple, nous avons deux tableaux dans une condition A et dans une condition B. Nous allons par exemple réaliser une analyse différentielle et une information, c'est que le gène 1 est plus exprimé que le gène 2. Et le but ultime, finalement, c'est la connaissance. La connaissance, c'est une information qui est comprise, c'est-à-dire assimilée et utilisée, qui permet d'aboutir à une action. Encore une fois, il y a deux types de connaissances. Des connaissances explicites, c'est une connaissance qui est formalisée, transmissible sous forme de documents réutilisables, comme dans un article scientifique. Par exemple, pour expliquer que le gène 1 est plus exprimé que le gène 2, c'est qu'il y a la présence d'un facteur de transcription. Et il ne faut pas confondre ce type de connaissances avec des connaissances qui sont tacites, cette fois-ci, qui sont non formalisées et difficilement transmissibles, celles qu'on va pouvoir donner à l'oral, par exemple. Une question qu'on pourrait avoir, c'est pourquoi utilises-tu cette méthode de clustering? Parce que c'est celle qui donne les meilleurs résultats. Donc, en résumé, si on devait connecter données, informations, connaissances, il va falloir accumuler énormément de données pour obtenir quelques informations qui aboutiront sur une connaissance. Et pour y arriver, donc on va collecter beaucoup de données, on va les organiser, puis les résumer, les analyser, les synthétiser pour obtenir des connaissances qui nous permettront de prendre des décisions. Et l'analyse de données dans tout ça, pour moi, c'est ce qui permet la transition entre les données, l'information et la connaissance. C'est un processus cyclique en 6 grandes étapes. Nous allons les détailler. Donc la première, c'est la formulation de la question scientifique. Ensuite, nous allons rechercher et collecter des données, préparer ces données, les explorer et réaliser des analyses préliminaires, formuler des hypothèses statistiques et réaliser l'interprétation et la conclusion. Donc pour commencer, la première étape, ça va être la formulation de la question scientifique. C'est une étape clé pour le déroulement complet de ce cycle d'analyse. C'est le moment de poser une question précise et explicite pour créer un type d'information. Et attention, c'est à ce moment-là où il faudra éviter de viser directement la connaissance. Par exemple, une question que je me suis posée au cours de ma thèse, quels sont les gènes différentiellement exprimés entre la condition A et B? À ne pas confondre avec une question qui viserait directement la connaissance, comment la cellule s'adapte au changement de condition A vers B. Ensuite, nous allons rechercher et collecter les jeux de données. Aujourd'hui, en bioinformatique, nous sommes dans un contexte qui est très favorable à ça. Nous avons accès à énormément de données librement. On a aussi accès aux données qu'on peut retrouver dans les équipes expérimentales collaboratrices. À cette étape, il ne faut utiliser que les données qui seront nécessaires pour répondre à la question scientifique que nous nous sommes posée. Et c'est d'autant plus facile que la question est précise et explicite.
Et c'est à partir de ce moment-là, on va commencer à se confronter aux problématiques des données structurées et non structurées, comme nous en avons parlé précédemment. Ensuite, nous allons préparer les données. C'est une étape qui est plus ou moins importante. C'est généralement une étape fastidieuse, mais qui est essentielle et qui dure en moyenne 60% du temps d'une analyse de données. Ensuite, nous allons réaliser l'exploration et les analyses préliminaires. C'est le moment que j'aime bien appeler faire la connaissance avec les données. C'est une étape qui doit être quick and dirty. L'objectif est vraiment de réaliser un maximum de graphiques, de calculs descriptifs le plus simplement possible. L'idée n'étant pas de s'occuper de la technique, mais vraiment de faire connaissance avec ces données. Ensuite, nous allons formuler des hypothèses statistiques. Ça va être le moment où on va mettre en place un plan d'analyse. On va choisir les méthodes, les tests qu'on va utiliser. C'est une étape qui doit être rigoureuse et bien documentée. Et une question qu'on s'est posée au cours de cette thèse, c'est par exemple, la fonction f est-elle plus représentée dans la liste de gènes qu'attendue par le hasard? Enfin, la dernière étape, ça va être l'interprétation et la conclusion. Donc, c'est le moment où on va mettre en forme les résultats, rédiger des rapports et réaliser des infographies. Il y a une vraie importance d'une expertise dans le domaine scientifique à cette étape. C'est le moment où on va aller faire l'état de l'art, on va rechercher les gènes pour savoir s'ils sont connus, par exemple, ou se diriger vers des experts du domaine. Et c'est à ce moment-là où on va pouvoir émettre de nouveaux questionnements scientifiques et réengager un cycle d'analyse. Au cours de ma thèse, j'ai été confronté à 3 principales problématiques lorsque j'ai réalisé ces cycles d'analyse. La première, c'est le choix des données. Aujourd'hui, nous faisons face à un vrai déluge de données, au point de parler de big data. La question qu'on entend souvent, c'est faut-il toujours plus de données? La réponse est oui, par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, il faut accumuler beaucoup de données pour aboutir à la connaissance. Nous cherchons toujours plus de connaissances. Mais en accumulant les données, on fait face à de nombreux problèmes, comme l'hétérogénéité des données, l'hétérogénéité de la qualité des données, l'hétérogénéité de la notation, etc. Le second point, c'est la reproductibilité. Aujourd'hui, nous avons accès à énormément d'outils, d'environnement de travail qui causent des problèmes de reproductibilité. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles pratiques qui sont mises en place. J'ai énormément réfléchi sur ces pratiques-là pour les mettre en place dans nos travaux de recherche. Et ils ont été notamment présentés dans FAIR Bioinfo. Le dernier point, ça a été toute la représentation des données avec 2 axes, la visualisation lors des procédures exploratoires et les infographies dont l'objectif est de synthétiser et vulgariser les connaissances. Et typiquement, ce que je suis en train aujourd'hui de vous présenter, c'est une infographie. En résumé, on part des données, on va réaliser un ensemble de visualisations de données pour engager des analyses, des cycles d'analyse de données pour aboutir à des informations qui déboucheront sur des connaissances que nous partagerons par le biais d'infographies ou de publications. Et en pratique, ce que je viens de vous présenter, je l'ai utilisé dans les 2 principaux projets de ma thèse. Le premier, qui est l'étude de l'homéostasie du fer chez la levure pathogène Candida glabrata, et le second, l'étude de l'impact de la prise en compte systématique des modifications post-traductionnelles lors de l'identification des protéines chez la levure pathogène Candida albicans. Donc, commençons par l'étude de l'homéostasie du fer chez la levure pathogène Candida glabrata. Le fer est un élément indispensable aux organismes vivants, aussi bien chez l'hôte que les micro-organismes qui y vivent, au point que l'homme a mis en place un ensemble de mécanismes de défense pour se protéger des micro-organismes pathogènes qui reposent sur la privation en fer. Pour survivre à cette privation, les micro-organismes ont mis en place des stratégies originales pour adapter leur métabolisme à des conditions de vie dans des environnements pauvres en fer. Et comprendre comment elle trouve cet équilibre complexe, eh bien, cet équilibre complexe du fer, on le retrouve aussi bien chez l'homme que les micro-organismes. L'homme, il peut se retrouver en anémie, donc manquer de fer, ou avec trop de fer en hémochromatose. Mais il en va de même pour les micro-organismes. Lorsqu'elles se retrouvent dans le sang, elles ont une disponibilité faible en fer, ou quand elles se retrouvent dans le tube digestif, elles auront une disponibilité en fer plus importante. Et comprendre comment il y a un maintien de l'environnement interne dans l'état d'équilibre constant entre ces changements extrêmes de concentration environnementale, c'est travailler sur l'homéostasie du fer et donc chercher à comprendre ces mécanismes génomiques et ces processus de régulation. Et toute l'originalité de ce projet, le projet que je vous présente, c'est de comprendre comment on retourne à cet état d'équilibre.
J'ai travaillé donc sur Candida glabrata, qui est une levure pathogène de 13 chromosomes, d'un peu plus de 5000 gènes, qui est haploïde. Elle est présente dans la flore commensale. C'est un pathogène opportuniste qui est une cause majeure de mortalité et de morbidité dans les structures de soins. Elle touche principalement des patients immunodéprimés et c'est actuellement la deuxième cause la plus fréquente d'infection à Candida, juste après Candida albicans. Elle peut causer deux types d'infections, des candidoses, qui sont des infections qui ont un taux de guérison très élevé. Parmi les plus connus, on retrouve les candidoses vaginales et les candidoses oropharyngées, et des candidémies, là, qui sont par contre des infections sanguines très difficiles à diagnostiquer et graves, avec un taux de mortalité qui est proche de 50%. Alors, malgré que ce soit la deuxième levure pathogène, qu'il y ait un taux de mortalité de 50% en candidémie et qu'il n'y ait pas de régression au cours du temps du nombre d'infections, eh bien, c'est une levure qui est peu publiée. Il y a peu de publications à son sujet. Là, vous avez les trois principales levures, donc Saccharomyces cerevisiae en rouge, en vert Candida albicans et en bleu Candida glabrata. Il y a énormément de publications sur la levure modèle non pathogène Saccharomyces cerevisiae. Il y a un petit peu moins de publications sur Candida albicans, qui est la levure modèle pathogène. Et il n'y en a quasiment aucune, en comparaison des deux autres, sur Candida glabrata. Et concernant la notation fonctionnelle, en vert, vous avez les gènes qui sont vérifiés, en orange, les gènes douteux, et en rouge, les gènes non caractérisés. Vous pouvez voir que chez Saccharomyces cerevisiae, la majorité des gènes ont été vérifiés. Par contre, chez Candida glabrata, c'est la majorité des gènes qui n'ont pas été caractérisés. Alors, il y a quand même une description de quelques gènes liés à l'homéostasie du fer chez Candida glabrata. Pour beaucoup d'entre eux, c'est du transfert d'annotation par rapport à Saccharomyces cerevisiae. Mais il a été aussi montré que Candida glabrata a remodelé ses propres réseaux fonctionnels pour maintenir l'homéostasie du fer. Il y a quelques gènes qui sont décrits. Pour réaliser cette étude, on a constitué un jeu de données original, constitué de données qualitatives, des données descriptives dans les bases de données de référence, et un jeu de données quantitatif, donc des données transcriptomiques, dont le plan expérimental combine des milieux pauvres en fer et des milieux riches en fer. On s'est principalement intéressé à 4 conditions expérimentales. La première en condition de carence en fer, un milieu pauvre en fer à 30 degrés, un milieu riche en fer à 30 degrés, pardon, un milieu pauvre en fer à 37 degrés et un milieu riche en fer à 37 degrés. Et toutes ces données, eh bien, on les a stockées dans Pixel, qui est l'outil de management de données multiomiques que j'ai développé au début de ma thèse. Et tout a été organisé, stocké et annoté dans cet outil. Donc, maintenant, je vais vous parler des définitions et des hypothèses de travail que nous avons mis en place pour débuter ce projet. Nous avions donc un ensemble de gènes avec des données transcriptomiques dans les 4 conditions que je viens de vous présenter. Dans ces gènes, on a sélectionné les gènes qui réagissaient à la disponibilité du fer, c'est-à-dire qui étaient différentiellement exprimés dans au moins une des 4 conditions. Et notre hypothèse de travail, c'est que les gènes ayant des fonctions cellulaires importantes pour contrebalancer les fluctuations externes de la disponibilité du fer, aussi bien en carence qu'en surcharge en fer, pourraient être impliqués dans l'homéostasie du fer chez Candida glabrata. Et ces gènes-là, on les a appelés les IHKG, les Iron Homeostasis Key Genes. Nous avons séparé en 2 types. Les IHKG de type 1, avec une dérégulation en opposition dans les conditions faibles et hautes en fer. Par exemple, en carence, ils seront up-régulés et en surcharge, ils seront down-régulés. Et les IHKG de type 2, avec la même dérégulation. Par exemple, en milieu faible en fer, ils seront up-régulés et ils seront toujours up-régulés en milieu fort, riche en fer. Et ces gènes-là, nous en avons trouvé 214. Ces 214 gènes, nous avons été regarder leurs orthologues chez Saccharomyces cerevisiae. Comme je vous l'ai dit, c'est la levure modèle. Et nous avons pu voir qu'il y avait une vraie cohérence, une vraie pertinence biologique. On les retrouve dans les fonctions cellulaires dépendantes au fer, comme dans la respiration. Des gènes codant des métalloprotéines, des gènes impliqués dans l'autophagie, dans les clusters fer, sauf dans le transport du fer. Et comme je vous le disais, on a 50 à 100 gènes qui ont été retrouvés. Qu'en est-il des autres gènes, puisqu'on en a 214? Pour comprendre cela, nous avons réalisé des réseaux de coexpression.
comment construire ce type de réseau? Nous avions 4 conditions. Donc 2 conditions en milieu faible en fer et 2 conditions en milieu fort en fer à 30 degrés, 37 degrés, 30 degrés, 37 degrés. Et donc l'objectif, ça va être de regrouper des gènes qui présentent les mêmes profils d'expression à travers ces conditions. Par exemple, ici, le profil vert et ici, le profil bleu. Et lorsque nous réalisons un graphe de coexpression, nous avons 2 sous-graphes, un graphe bleu, des gènes qui ont le même profil, et un graphe vert, des gènes qui ont le même profil. Et si on réalise ça sur les 637 gènes, des gènes réagissant dans au moins une des conditions expérimentales que je vous ai présentées, nous obtenons ces 2 graphiques en conditions de carence en fer et en conditions de surcharge. Et donc, pour aller plus loin, on a voulu savoir maintenant, on a voulu regarder comment, en séparant en sous-réseaux fonctionnels ce gros graphe. Donc, pour réaliser ces sous-réseaux fonctionnels, on s'est imposé 2 contraintes fortes. La première, c'est qu'on voulait un gène égale une fonction, pour que ce gène-là ne soit présent que dans un seul sous-réseau fonctionnel. Et le deuxième point, c'est qu'on voulait un nombre limité de sous-réseaux fonctionnels. Pour ça, nous avons mis en place une méthode semi-automatique avec une curation manuelle. Donc, la première étape, ça a été de récupérer l'ensemble des GoTerms qui étaient associés à ces gènes. Donc, c'est des termes qui vont venir décrire les gènes. Nous avons reconstruit l'arbre qui connecte tous ces termes pour déterminer un niveau pour chacun de ces termes. Et ces termes, nous les avons regroupés dans des termes de plus haut niveau, que nous avons appelés des métagos. Et donc, au final, pour chacun des GoTerms, on avait un métago qui lui était associé. Ensuite, nous avons récupéré les 637 gènes réagissant au fer. Nous leur avons associé tous les métagos par rapport aux GoTerms auxquels ils étaient associés. Et ensuite, nous avons manuellement classé ces gènes à partir des métagos dans 5 grandes fonctions plus autres. La première fonction étant métabolisme, la deuxième régulation, la troisième redox signaling, la quatrième transport trafficking et la cinquième Advanced Sulfur Cluster Synthesis and Assembly. Donc, à partir de ce grand réseau de 637 gènes, nous avons pu faire des sous-réseaux, comme par exemple celui-ci, le réseau redox signaling, qui est composé de 118 gènes. Et donc maintenant, notre question, c'était comment explorer au maximum ces réseaux, ces sous-réseaux fonctionnels, qui sont le résultat d'une intégration de données hétérogènes, donc des données de transcriptomique, des données d'annotation fonctionnelle, des descriptions de gènes, etc. Et donc pour ça, nous avons mis en place IHKG Viewer. IHKG Viewer, c'est une interface web qui permet d'interroger très rapidement des réseaux fonctionnels. Et donc, on a par exemple la possibilité, en cliquant sur un nœud qui correspond à un gène, d'avoir l'ensemble des informations qui lui sont associées, ces valeurs dans les 4 conditions, des liens vers les bases de données de référence, sa description, son nom. Grâce à cet outil, on a pu, par exemple, montrer dans le sous-réseau régulation que AFT1 était proche de AP1. Donc, c'est quelque chose qui a attiré notre attention parce que AP1 est aussi un facteur de transcription, comme AFT1, qui est le principal facteur de transcription chez Candida glabrata pour l'homéostasie du fer. Et AP1, en fait, a été décrit chez Cluseromyces lactis aussi comme proche d'AFT1. Et donc, ici, c'est la première fois qu'on le montre chez Candida glabrata. On a aussi réalisé un enrichissement fonctionnel sur les IHKG de type 1 et l'IHKG de type 2. Pour rappel, les types 1, c'est ceux qui sont dérégulés en opposition dans les 2 conditions. Et donc, on s'est rendu compte que les gènes de type, les IHKG type 1 contrôlent les interactions de la cellule avec son environnement. Et quand on regarde le sous-réseau fonctionnel transport trafficking, on retrouve beaucoup de carrés qui sont les IHKG de type 1. Si on réalise la même chose sur les IHKG de type 2, donc une dérégulation dans le même sens, cette fois-ci, on les retrouve plutôt dans la réponse au stress et la stabilisation des processus clés impliquant du fer. Et par exemple, dans le sous-réseau fonctionnel métabolisme, on retrouve beaucoup de nœuds sous forme de ronds qui correspondent à ces IHKG de type 2. Ensuite, on a repris ces 637 gènes réagissant au fer pour étudier et mettre en évidence de nouvelles annotations fonctionnelles pour ces gènes-là. Et donc, nous avons regardé dans 2 gros articles du domaine.
Dans ce premier article, notre objectif était de voir si les gènes que nous avions mis en évidence étaient aussi décrits dans la littérature. Et nous pouvons voir, par exemple, dans cet article, qu'on a une très bonne couverture de nos gènes à 75%. Et nous avons aussi regardé dans une review publiée en 2019, et nous avons encore une fois une très bonne couverture des gènes qui sont décrits dans cette review. Alors par contre, on se rend compte qu'il y a toujours 110 gènes qui sont non commentés dans la littérature, qui représentent 17% de nos gènes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 gènes de type 1 et 17 gènes de type 2. Et quand on regarde leur description, il y a une vraie cohérence biologique. On les retrouve dans la membrane plasmique et l'organisation de la paroi cellulaire, et notamment dans les activités redox. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est on a repris les 73 gènes de type 1 et nous avons été regarder les motifs en amont de ces gènes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un motif qui correspondait au site de fixation de AFT1, le principal régulateur de l'homéostasie du fer. Et pour deux gènes, DIP5 et TAS1, il n'y avait aucun lien qui était décrit pour ces deux gènes avec AFT1. Donc c'est la première fois qu'on a cette description fonctionnelle pour cette gène, basée sur une étude qui a été menée directement chez Candida glabrata et sans aucun transfert d'annotation sur les levures modèles, aussi bien Saccharomyces cerevisiae que Candida albicans. Et donc maintenant, ce sont des pistes qu'il va falloir explorer expérimentalement. En conclusion, nous avons mis en place une méthodologie originale d'intégration et d'exploration de données. Nous avons mis en évidence 637 gènes réagissant au changement de concentration en fer, dont 214 pouvant être de très bons candidats dans l'homéostasie du fer. Et ces résultats pourront nous aider à améliorer la notation des bases de données de référence qui est la Candida Genome Database, où je vous rappelle, il n'y a que 5% des gènes qui ont été vérifiés. Ensuite, ça peut aussi constituer un point de départ pour une étude comparative avec des espèces proches phylogénétiquement, et notamment au sein du clade des Nacaseomyces. On peut voir ici, on a Candida glabrata dans le clade des Nacaseomyces. Et ça permettrait aussi de mieux comprendre l'évolution des réseaux de régulation de l'homéostasie du fer chez les levures. Donc, pour revenir sur le clade des Nacaseomyces, j'aimerais vous présenter, pour conclure ce projet, quelques résultats préliminaires. Nous avions aussi, pour Candida bracharensis et Candida nivarensis, deux levures du clade des Nacaseomyces, des données transcriptomiques en conditions de faible en fer à 30 degrés. Donc, les mêmes conditions que je vous ai présentées pour Candida glabrata. Sur cette représentation, ce sont les log-fold change pour un gène et son orthologue chez Candida glabrata. Et nous pouvons mettre en évidence des gènes qui sont bien décrits chez Candida glabrata, donc tous ceux qui ont un nom à côté du nœud, et dont les orthologues au sein du clade sont différentiellement exprimés de façon similaire en conditions de carence en fer. Donc ce sont tous ces gènes qui sont présents ici, donc une partie très importante. Et les gènes en bleu, ce sont les IHKG de type 1, et les en jaune, ce sont les IHKG de type 2. Et ensuite, parmi les IHKG, les 214 gènes qui ont été mis en évidence chez Candida glabrata, j'ai été regarder ceux qui avaient des orthologues chez Candida bracharensis et Candida nivarensis. J'ai trouvé 73 gènes. Et quand on regarde les fonctions qui sont associées à ces gènes, eh bien, on retrouve des fonctions clés de l'homéostasie du fer, comme notamment un tiers des gènes impliqués dans les iron sulfur cluster, assembly et synthesis et assembly. Voilà, du coup, pour le premier projet. Je suis désolé, je suis sous le masque, c'est vrai que je vais juste faire. Donc, le deuxième projet, c'est l'étude de l'impact de la prise en compte systématique des modifications post-traductionnelles lors de l'identification des protéines chez les levures pathogènes Candida albicans. Un constat qui a été réalisé sur la plateforme de protéinique de l'Institut Jacques Monod, c'est qu'au minimum 50% des spectres de masse ne conduisent pas à l'identification d'une protéine par spectrométrie de masse MSMS en approche bottom-up. On reviendra sur cette technique juste après. Mais l'important, c'est vraiment qu'il y a 50%, il y a une perte considérable d'identification pour une grande majorité des spectres.
Une hypothèse qui a été émise, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte systématique des modifications post-traductionnelles lors de cette identification. Et je vais, dans les prochaines slides, vous expliquer pourquoi cette hypothèse a été mise en œuvre. Donc, reprenons la spectrométrie de masse LC-MS-MS par l'approche d'Automel. Nous avons une protéine inconnue. Nous allons réaliser une digestion trypsique pour obtenir un ensemble de peptides. Ces peptides vont être séparés par chromatographie liquide, puis une spectrométrie va être réalisée. Nous allons obtenir un ensemble de spectres de masse. Ensuite, il va y avoir une étape d'identification des peptides, une étape bioinformatique, pour déduire l'identification de la protéine. Et moi, c'est à cette étape-là que je suis intervenu dans ce projet. Donc, comment on réalise une identification de peptides à partir d'un spectre de masse? 3 approches. La première approche, nous avons un spectre expérimental, un spectre de masse expérimental, que nous allons comparer à une banque spectrale théorique. C'est la première approche. La deuxième approche, nous avons toujours notre spectre expérimental, nous allons déduire la séquence expérimentale que nous allons comparer à des séquences théoriques. C'est la deuxième approche. Et la troisième approche, nous allons déduire la séquence expérimentale à partir du spectre de masse expérimental pour filtrer la banque spectrale expérimentale. Et cette fois-ci, nous allons comparer le spectre expérimental sur cette banque spectrale filtrée, donc plus rapide. C'est l'approche 3 et l'algorithme que j'ai utilisé dans ce projet, qui est RED, est basé sur cette troisième approche. Comment crée-t-on une base spectrale théorique? Prenons une protéine, une séquence protéique. Nous allons simuler une digestion trypsique pour obtenir un ensemble de peptides. Nous allons éliminer tous les peptides qui sont trop courts ou tous les peptides qui sont trop longs, qu'on ne pourrait pas retrouver. Nous allons créer des spectres théoriques et l'ensemble de tous ces spectres théoriques constitue les spectres théoriques pour la protéine Toto, dans le cas de cet exemple. Et un point très important à ce moment, c'est si aucune modification post-traductionnelle n'est indiquée lors de la construction de la banque spectrale théorique, alors aucun spectre ne contiendra de modification post-traductionnelle dans cette banque. Et si on prend ces 2 spectres, elles correspondent à exactement la même séquence peptidique. La seule différence, c'est qu'ici, nous avons une modification post-traductionnelle. Et les spectres sont totalement différents. Et comme je vous ai dit, avec cette approche 3, il y a une comparaison de spectres. Donc, si la banque ne contient pas de spectres avec des modifications post-traductionnelles, il n'y aura aucune concordance entre les spectres et donc il y aura une absence d'identification. Donc, la question scientifique qu'on s'est posée pour ce projet, c'est est-il possible d'améliorer le taux d'identification des protéines en prenant en compte de façon systématique les modifications post-traductionnelles? La réponse est oui. Mais aujourd'hui, cette recherche est beaucoup trop longue par les approches classiques. À titre d'exemple, Mascot, qui est le logiciel utilisé sur la plateforme, il faut compter 1 à 3 heures pour seulement 3 modifications post-traductionnelles sur les 1500 qui sont connues dans les bases de données de référence. Pour répondre à cette question, j'avais à ma disposition 30 fichiers RAW, des fichiers qui sont issus d'un spectromètre de masse. Chez Candida albicans, j'avais 15 fichiers sous sa forme levure et 15 fichiers sous sa forme IF. Candida albicans est composé de 8 chromosomes, un peu plus de 12 000 gènes, c'est un organisme diploïde. Il est présent dans les muqueuses humaines, une cause majeure de mortalité dans les structures de soins. Et c'est la première cause d'infection à Candida, juste devant Candida glabrata. Et donc là, j'ai fait face à un défi informatique. Il a fallu mettre en place une nouvelle approche systématique utilisant le logiciel RED pour prendre en compte un maximum de modifications post-traductionnelles. Donc l'idée, c'est que pour les 30 fichiers que j'avais à ma disposition, je devais tester les 237 modifications post-traductionnelles qui étaient déjà enregistrées par défaut dans l'algorithme RED. Et ainsi fournir un objet prêt à être analysé, rentré dans les sites d'analyse de données que je vous ai présentés en introduction. Avec ce pipeline, j'ai proposé une approche beaucoup plus rapide parce qu'en seulement 14 heures, on a les 30 fichiers RAW pour les 237 modifications post-traductionnelles. Et ça, grâce à l'optimisation algorithmique et l'utilisation de clusters de calcul de l'IFB dans ce cas-là. Et c'est une approche reproductible, le code est open source et l'environnement de travail est disponible sur Docker. Alors, quel est le résultat de la prise en compte des modifications post-traductionnelles? Donc, si on regarde ce graphique-là, qui représente le nombre de protéines identifiées avec ou sans modification post-traductionnelle,
nous retrouvons 4300 un peu plus de 4300 protéines identifiées avec et sans modification post-traductionnelle. On retrouve que 221 protéines qui sont identifiées sans aucune modification post-traductionnelle. Par contre, nous retrouvons plus de 2000 protéines identifiées uniquement grâce aux modifications post-traductionnelles. Ensuite, ce second graphe correspond au nombre de protéines identifiées en fonction du nombre de modifications post-traductionnelles. Ici, vous avez le 0 qui correspond bien aux 221 protéines que je vous ai décrites sur ce graphe-là. Et ensuite, vous voyez qu'il y a de nombreuses modifications post-traductionnelles dans les protéines. Quand on regarde ces 237 modifications post-traductionnelles, il y a 7 modifications post-traductionnelles qui sont retrouvées en moyenne par protéine. Donc, il y a une vraie importance à la prise en compte des modifications post-traductionnelles lors de l'identification des protéines chez candidats albicans. Un dernier graphique que j'aimerais vous présenter. Sur l'axe des abscisses, vous avez les 237 modifications post-traductionnelles que j'ai recherchées. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez le nombre de protéines qui ont été détectées. Il y a des flèches de 2 couleurs. Les flèches rouges correspondent aux modifications post-traductionnelles qui sont actuellement recherchées en routine. Et on peut se rendre compte qu'elles ne correspondent pas, chez candidats albicans, aux modifications post-traductionnelles les plus présentes. Ensuite, les flèches bleues correspondent aux modifications post-traductionnelles permettant d'identifier de nouvelles protéines uniquement grâce à elles. Avec ce graphe-là, on a pu aussi montrer qu'il y a des modifications post-traductionnelles qui sont particulièrement présentes chez candidats albicans et qui pourraient être une liste spécifique à explorer en premier lieu chez candidats albicans. Et un point intéressant, dans cette liste, nous allons retrouver la glutathionylation, qui est une modification post-traductionnelle qui est très étudiée par Françoise Aucher dans le laboratoire de Jean-Michel Camadro. Donc, 2 conclusions à ce projet. La première, c'est que nous proposons un nouveau protocole d'identification des protéines qui est plus efficace et plus rapide. Et ensuite, nous avons confirmé l'impact de l'étude des modifications post-traductionnelles dans le taux d'identification des protéines chez candidats albicans. Ensuite, comme perspective à ce projet, on pourrait augmenter la liste des modifications post-traductionnelles recherchées systématiquement. Et ensuite, nous pourrions réaliser la même étude sur d'autres organismes et nous avons notamment à notre disposition des données chez candidats laboratoires. Donc, pour terminer cette présentation, j'aimerais vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait autour de ces 2 projets de thèse. Donc, ma thèse a été aussi été variée sur les projets de recherche avec collaboration. Je vous ai présenté le projet de l'homéostasie du fer chez Candida glabrata et le projet des modifications post-traductionnelles chez Candida albicans. Et j'ai aussi participé au projet Starter, au projet Nacasomyces, au projet Monet et au projet Podogo. J'ai aussi développé des outils informatiques. Je vous ai présenté IHKG Viewer et Pixel, mais j'ai aussi développé Starter, Bpix Application, Pixel 2, Monet et Podogo Viewer. Je me suis impliqué dans la formation, aussi bien au cours de mon monitorat à l'UT d'Orsay que dans des formations notamment dispensées par l'Institut français de bioinformatique, comme l'introduction à la bioinformatique, ou encore Faire Bioinfo, qui a pour objectif de rendre plus reproductibles les analyses bioinformatiques. Mes travaux ont été aussi communiqués, aussi bien à l'oral dans différents congrès que affichés. Le projet Pixel dont je vous ai parlé a été notamment primé à Jobim. Et enfin, c'est des travaux qui ont été publiés, dont notamment les travaux de Candida glabrata que je vous ai présentés, qui ont été publiés dans Nature Genomics and Bioinformatics. J'aimerais profiter des dernières secondes qui me sont accordées pour remercier toutes les personnes avec qui j'ai collaboré. Aujourd'hui, je suis tout seul sur cette estrade pour vous présenter ces projets, mais j'étais loin d'être tout seul pour faire tout ça. Notamment l'équipe de Cécile Ferred pour le projet de l'homéostasie du fer et le projet des Nacasomyces, l'équipe de Jean-Michel Camadro pour le logiciel Monet et le projet des modifications post-traductionnelles, l'équipe de Jean-Charles Cadoret pour Starter, l'équipe de Fabien Maladniak pour le projet Podogo Viewer, les différentes personnes de l'IDBC et l'IFB pour la mise en place de Faire Bioinfo, l'entreprise Taylordale et BioRosetix pour le développement de Pixel et la Task Force pour leur aide lors de l'utilisation du cluster. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont rendu l'administratif très facile au cours de cette thèse, donc Marie-Hélène Sarda, Jeanne Pricky et Sandrine Lebaillan. J'aimerais vous remercier aussi, membres du jury, et notamment les rapporteurs qui ont été très bons conseillers lors de la rédaction de mon manuscrit de thèse.
J'aimerais remercier ma directrice de thèse, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, et remercier tous mes proches qui m'ont supporté en fait, pendant ces 3 ans de thèse. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre étude, votre écoute. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas là avec nous, à poser des questions sur le chat. Il y a Pierre qui va les relever et qui m'en posera quelques-unes à la fin. Je vous remercie beaucoup.